Bonjour, toujours avec le chapitre sur la magnétostatique, on va établir dans cette 32e vidéo quelques résultats classiques fondamentaux. On commencera par calculer le champ magnétique créé par une spire circulaire en un point de son axe, puis on utilisera le résultat pour calculer le champ créé par d'autres systèmes tels que le solénoïde, le disque et le cylindre chargé en rotation autour de leurs axes. On calculera aussi le potentiel vecteur créé par certains de ces systèmes. Et pour vous entraîner, je vous proposerai quelques exercices. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours avec la partie électromagnétisme. On va continuer dans cette vidéo avec le chapitre grand 6 que j'ai intitulé de la spire au solénoïde. On va établir dans ce chapitre quelques résultats très intéressants concernant la spire et concernant le solénoïde. On va commencer dans le petit 1 avec la spire circulaire. Voici la spire circulaire parcourue par le courant grand I. La spire est de rayon grand R et d'axe OZ. O, c'est le centre de la spire. On veut calculer le champ magnétique créé par cette spire en un point M de l'axe OZ. M est repéré par son abscisse petit z, c'est-à-dire la distance OM. On va commencer par chercher la direction de ce champ magnétique. Ça va nous aider dans le calcul de ce champ. Tout plan contenant l'axe OZ est un plan d'antisymétrie. Voici un schéma dans lequel on a dessiné la spire vue de face et on a dessiné ici un plan quelconque contenant l'axe OZ. C'est un plan d'antisymétrie qu'on note pi étoile parce que si on prend deux points symétriques P et P', les éléments de courant IDL en P et IDL en P' sont antisymétriques parce que l'un des deux est le symétrique de l'opposé de l'autre. Le point M appartient à ce plan d'antisymétrie, donc le champ magnétique en ce point doit appartenir à l'intersection de ces plans parce qu'il y en a une infinité et doit donc être porté par l'axe OZ. Voilà, donc B de M est égal à une fonction de Z qu'on va noter B de Z portée par EZ. On peut chercher la parité maintenant de cette fonction B de Z en remarquant que le plan X ou Y, c'est-à-dire le plan de la spire, est un plan de symétrie, parce que tout point M de la spire est le symétrique de lui-même par rapport à ce plan. Voici un schéma dans lequel on a dessiné l'axe OZ et on a dessiné le plan Pi. C'est le plan de la spire. Sur ce schéma, on ne peut pas voir la spire, mais on voit uniquement les traces de la spire, deux traces. La trace du haut avec le courant sortant, I, et la trace du bas qu'on a dessinée avec une croix, c'est-à-dire que le courant est entrant. On sait que par rapport à un plan de symétrie, le champ magnétique B doit être antisymétrique. Donc si on prend deux points P et P' symétriques par rapport à ce plan, le champ magnétique doit être antisymétrique. Donc on a le même champ en P et en P'. Si petit z est l'abscisse du point P, on va voir moins z l'abscisse du point P', puisqu'ils sont symétriques. Puisque c'est le même champ en P et P', on doit avoir donc B de moins z est égal à B de z. Donc la fonction B de z est une fonction paire. On va maintenant utiliser la loi de Biot et Savart. dB de M est égal à μ0 sur 4pi d'éléments de courant IDL vectoriel UPM sur RPM carré. On a considéré ici un point quelconque P. IDL, c'est l'élément de courant en P. UPM, c'est le vecteur unitaire dirigé du point P vers le point M. Et le RPM, c'est la distance entre le point P et le point M. Le résultat du produit vectoriel IDL vectoriel UPM, c'est un vecteur qui est perpendiculaire en même temps à IDL et en même temps à UPM. C'est ce que j'ai dessiné ici, le dB. Ce vecteur dB n'est donc pas contenu dans le plan de la figure. Il est dans l'espace comme ça, avec un angle droit, avec la droite PM. Alors lorsqu'on va intégrer, c'est le point P qui va décrire la spire. Donc on va repérer la droite OP par l'angle θ qu'il fait avec une direction verticale par exemple, qui est l'axe X ou l'axe Y. On a donc dL est égal à R dθ, Eθ, puisque c'est un arc de cercle élémentaire de centre O, donc sa longueur c'est R dθ. Et il est porté par Eθ, vecteur unitaire des coordonnées cylindriques. D'autre part, puisque le champ magnétique B en M est porté par l'axe OZ, il suffit de sommer ou d'intégrer
les composantes sur cet axe, c'est-à-dire dBz, qui est égal à dB sinus alpha, avec alpha l'angle sous lequel on voit le rayon R à partir du point M. On a alpha plus pi sur 2 plus cet angle est égal à pi. Donc cet angle-là est égal à pi sur 2 moins alpha. Ce qui fait que la projection de dB sur l'axe OZ va être dB cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est-à-dire dB sinus alpha. Puisque le IDL et le UPM sont perpendiculaires, il y a un angle droit entre les deux, le module de ce produit vectoriel est simplement égal au produit des modules. Donc on va avoir dB est égal à mu0 I R dθ sur 4pi fois RPM carré, multiplié par sinus alpha. On va maintenant remplacer le RPM en considérant le triangle rectangle OPM, et donc le sinus alpha va être égal à R divisé par l'hypoténuse qui est RPM. Donc le RPM va être égal à R sur sinus alpha. On remarque que lorsque le point P va décrire la spire, le alpha est une constante, puisque le point M est fixé. Et puisque le rayon R est une constante, la spire étant circulaire, et par conséquent, la distance RPM est une constante. Pour décrire toute la spire, le point P va faire le tour, donc le θ va varier de 0 à 2pi. Et par conséquent, on aura B de M est égal à mu0 I sinus au cube alpha sur 4pi fois R, l'intégrale de dθ de 0 à 2pi. Cette intégrale est égale à 2pi, donc le 2pi va se simplifier avec le 4pi, il va rester ici un 2. Et on aura donc finalement le B de M est égal à mu0 I sur 2R, sinus au cube alpha porté par EZ. Résultat très intéressant qu'il faut apprendre par cœur. Je vous rappelle que alpha c'est l'angle sous lequel on voit le rayon de la spire à partir du point M. On va maintenant faire apparaître l'abscisse petit z du point M en éliminant le sinus alpha. D'après le schéma qu'on vient d'utiliser, on peut exprimer sinus alpha en utilisant le triangle rectangle OPM avec sinus alpha est égal au côté opposé qui est grand R sur RPM qui est égal en utilisant le théorème de Pythagore racine de R carré plus Z carré. Donc en remplaçant le sinus alpha dans cette expression, on obtient finalement le B de M est égal à mu0 I grand R carré sur 2 facteurs de R carré plus Z carré à la puissance 3 demi, porté par EZ. On remarque d'abord que cette fonction est bien paire, puisqu'on a un Z carré ici. Donc que Z soit positif ou négatif, on a la même fonction B de Z. Cette fonction B de Z est maximale lorsque petit z est égal à 0. Donc le champ magnétique est maximal au centre O de la spire. Et lorsque z tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne indéfiniment de la spire, soit à droite, soit à gauche, le champ magnétique va tendre vers 0. On obtient donc le graphe suivant de la fonction B de Z en fonction de Z. C'est une forme de cloche, comme ceci. Avec B0, c'est le maximum lorsque Z est égal à 0. Ou bien lorsque alpha est égal à pi sur 2. Parce que d'après cette expression, pour Z égale à 0, sinus alpha est égal à R sur racine de R carré, c'est-à-dire R sur R est égal à 1, donc le alpha est égal à pi sur 2. Donc le B0, c'est-à-dire le champ en haut, va être égal à mu0 I sur 2R. On va maintenant voir quelques lignes de champ. Voici un graphe avec quelques lignes de champ à l'extérieur de l'axe OZ. Voici aussi le champ magnétique B0 au milieu. On remarque que l'astuce de la main droite marche aussi avec la spire. Lorsque l'index indique le sens du courant dans la spire, le pouce indique le sens du champ magnétique. Puisque les lignes de champ sont courbées à l'extérieur de l'axe OZ, voici par exemple un point M à l'extérieur de l'axe OZ. Le champ B de M doit être tangent à la ligne de champ, donc il est dirigé comme ceci. Donc une composante BR apparaît, c'est-à-dire la composante suivant le vecteur ER des coordonnées cylindriques. On va calculer cette composante BR au voisinage de l'axe en utilisant la propriété qui dit que le flux du champ magnétique sur une surface fermée est égal à 0. Ici, on a considéré un petit cylindre comme surface fermée, avec comme axe de symétrie l'axe OZ. Les bases sont situées en Z et en Z plus dz. Donc on a la hauteur de ce cylindre, c'est dz. Et les bases sont de rayon petit r. Puisque le petit r est petit,
on reste au voisinage de cet axe, on va considérer que le champ BZ est le même en tout point de cette base. Et par conséquent, le flux de B à travers cette base à droite va être égal à la surface de la base qui est pi r carré multiplié par BZ de Z plus DZ. Pour la base située en Z, c'est-à-dire la base de gauche, le DS dirigé dans le sens inverse puisqu'il doit être situé vers l'extérieur de la surface fermée. Donc le flux va être égal à moins BZ de Z puisque le B est dirigé vers la droite alors que DS est dirigé vers la gauche, multiplié par la surface qui est égale toujours à pi r carré. Par contre, pour la surface latérale du cylindre, en tout point de cette surface, la composante BR et le DS sont collinéaires et dirigées dans le même sens. Et par conséquent, le flux à travers la surface latérale, c'est BR multiplié par 2πr dz. On transporte ce membre-là de l'autre côté, donc il va y avoir apparition d'un signe moins. Le pi va se simplifier et un petit r va se simplifier aussi. On divise le tout par dz et on obtient ici la dérivée de bz. On obtient donc d de bz sur dz est égal à moins 2 sur petit r fois br. Et donc le br va être égal à moins r sur 2 fois la dérivée de bz par rapport à z. La composante bz, c'est cette expression-là, puisqu'on est au voisinage de l'axe. On peut mettre le terme r carré plus z carré à la puissance 3,5 en haut pour faciliter la dérivée. Donc on va avoir r carré plus z carré à la puissance moins 3,5. Et la dérivée de cette fonction-là, c'est moins 3,5 multiplié par la dérivée de la parenthèse, c'est-à-dire de z, multiplié par r carré plus z carré à la puissance moins 3,5 moins 1, c'est-à-dire moins 5,5. Et on obtient donc l'expression finale de BR, c'est 3 mu 0 i r carré multiplié par z multiplié par petit r sur 4 facteur de r carré plus z carré à la puissance 5,5. On remarque que d'après cette expression, lorsqu'on s'approche indéfiniment de l'axe, c'est-à-dire lorsque r tend vers 0, la composante BR tend vers 0. C'est normal puisque le champ va être porté par l'axe OZ pour les points de cet axe. Quelques remarques maintenant. Pour une bobine de n spires, d'après le théorème de superposition, le champ magnétique résultant va être égal à n fois celui créé par une spire. C'est-à-dire B de m va être égal à mu 0 grand N I sur 2R sinus au cube alpha porté par OZ. Je vais vous parler aussi d'un système qu'on appelle bobine de Helmholtz. C'est un système constitué de deux bobines identiques de rayon grand R parcourues par le même courant grand I. Voici un autre schéma plus clair de ces bobines de Helmholtz. On voit ici les spires. Pour s'assurer qu'on a le même courant grand I, c'est le même fil, les deux bobines sont placées en série. Le courant parcourt les deux spires dans le même sens parce que dans ce cas, les champs créés par la première spire et la deuxième spire vont avoir le même sens et ils vont s'ajouter, sinon ils vont s'annuler mutuellement. Alors on démontre que lorsque la distance entre les centres O1 et O2 des deux spires est égale à grand R, le champ obtenu dans la zone située entre les deux bobines, au voisinage de l'axe, est un champ uniforme. Donc ce système des bobines de Helmholtz est un système très pratique pour obtenir une zone d'espace où il y a un champ uniforme. Je vous présente ici une expérience très intéressante qu'on peut faire à l'aide des bobines de Helmholtz qu'on voit ici, alimentées par un générateur. On a placé dans la zone où il y a un champ uniforme un tube cathodique de verre et on a ici un canon d'électrons, c'est-à-dire un système qui éjecte des électrons avec une vitesse V0. Ce tube est placé ici de telle sorte que la vitesse initiale V0 soit perpendiculaire au champ magnétique. Vous avez vu en mécanique du point l'année dernière que dans ce cas, la trajectoire des électrons est circulaire. Et on voit bien ici le cercle dessiné par les électrons sur leur trajectoire. Voici en petit 2 une application qui me semble intéressante, c'est le disque chargé en rotation. Voici le disque d'axe OZ en rotation autour de cet axe à la vitesse angulaire ω. Ce disque est chargé par la densité surfacique sigma qu'on suppose uniforme. On va donc avoir des charges en mouvement, ce qui va constituer une distribution surfacique de courant JS.
surfacique parce que la densité de charge est surfacique. Par analogie avec la relation qu'on avait vue auparavant, J est égal à ρ V, la densité surfacique JS va être égale à sigma fois V de M, où M est un point quelconque du disque. Tout point M du disque est en rotation autour de l'axe OZ, à la vitesse angulaire oméga. Donc sa trajectoire va être circulaire et donc la vitesse va être égale à R oméga Eθ. JS est donc égal à sigma R oméga porté par Eθ. Les lignes de courant vont être donc des cercles d'axe OZ, comme ceci. L'orientation de ces lignes de courant est dans le sens de oméga, dans le cas où on suppose que sigma est positive. On déduit alors que cette distribution de courant est équivalente à une superposition de spires circulaires d'axe OZ. On veut calculer le champ en un point M de l'axe. Pour cela, on va considérer un élément de disque compris entre R et R plus dr. Cet élément de courant constitue une spire de rayon petit r. C'est parce que le dr est supposé être un infiniment petit. Cet élément crée en M le champ dB, d'après les résultats qu'on vient d'établir pour la spire, c'est mu0 di sur 2r sinus au cube alpha porté par EZ. Avec alpha, c'est l'angle sur lequel on voit le rayon petit r depuis le point M. On a noté ici di parce qu'on a un élément de disque uniquement. Et puisqu'il s'agit d'une distribution surfacique JS, l'élément di va être égal à JS fois dr, puisque c'est le dr qui est traversé perpendiculairement par JS. Donc il est égal à sigma oméga R dr. Et en remplaçant di dans cette expression, on obtient alors dB est égal à mu0 sigma oméga sur 2 sinus au cube alpha dr. Pour trouver le B, on va intégrer cette expression-là. Mais le problème, c'est qu'on a ici deux variables. Parce qu'on voit, d'après le schéma, que lorsque le R augmente, le alpha augmente aussi. Donc, il faut éliminer l'une des variables. Le mieux, c'est de laisser uniquement alpha. Pour balayer tout le disque, le petit r va varier de 0 à grand R. Et donc, le alpha va varier lui aussi de 0 à une valeur maximale lorsqu'on arrive au bord du disque. On va la noter alpha 0. Pour trouver la relation entre dr et d'alpha, on va écrire l'expression de tangente alpha qui est égale, d'après le schéma, c'est le côté opposé petit r sur le côté adjacent petit z. Notez que lorsqu'on intègre, le m est fixé, donc le petit z est une constante. Vous savez que la dérivée de tangente alpha par rapport à alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Et là, on va avoir uniquement dr sur z. On a donc d alpha sur cos carré alpha est égal à dr sur z. On trouve alors l'expression suivante lorsqu'on a remplacé dans cette expression le dr par son expression z fois d alpha sur cos carré alpha. On doit maintenant intégrer cette expression-là entre 0 et alpha 0. D'où l'expression suivante de b de m. Avec alpha 0, c'est l'angle sur lequel on voit le bord du disque à partir du point M. Donc le cosinus alpha 0 va être égal à z, côté adjacent, sur l'hypoténuse qui est égale à la racine de r carré plus z carré. On va maintenant calculer cette intégrale-là, entre 0 et alpha 0. On va remplacer un sinus carré par 1 moins cos carré et on obtient cette expression-là. On introduit le sinus alpha à l'intérieur et on simplifie le cos carré, on obtient alors cette expression. Là, on a la forme moins f' sur f carré, dont la primitive c'est 1 sur f, et la primitive de moins sinus alpha c'est cos alpha, d'où l'expression suivante entre 0 et alpha 0. On va donc remplacer par alpha 0, et lorsqu'on remplace par 0, on va obtenir 1 plus 1 est égal à 2, on obtient donc l'expression de b de m, 1 demi mu 0 sigma oméga z, facteur de 1 sur cos alpha 0, plus cos alpha 0 moins 2. On remplace maintenant le cosinus alpha 0 par cette expression, d'où l'expression suivante. On introduit le z à l'intérieur de la parenthèse et on obtient cette expression-là. On fait même du numérateur, on obtient alors cette expression qui a la forme d'une identité remarquable a carré plus b carré moins 2ab, qui est égal à a moins b le tout au carré. D'où l'expression finale de b de m, 1 demi mu 0 sigma oméga, multiplié par
racine de r carré plus z carré moins z, le tout au carré, sur racine de r carré plus z carré, le tout porté par ez. Une remarque, c'est que le plan du disque est un plan de symétrie. D'après ce qu'on avait vu pour la spire, c'est la même chose. Et donc, la fonction b de z doit être paire, ce qui n'est pas le cas ici, parce que si on remplace z par moins z, on va avoir ici un plus, et on n'a pas la forme b de moins z est égal à b de z. Pour résoudre ce problème, on revient au schéma, et si on considère les points M qui sont à gauche, c'est-à-dire pour les z négatifs, on remarque que le alpha reste toujours positif. Donc, lorsque z change de signe, le alpha ne change pas de signe. Le alpha est toujours positif. Le problème qui s'est posé, c'est que l'expression tangente alpha qui est égale à R sur Z qu'on a utilisée n'est valable que pour Z positif. Pour Z négatif, on doit écrire alors tangente alpha est égal à R sur moins Z, puisque le Z est négatif. Donc il suffit de remplacer Z par moins Z dans l'expression qu'on avait obtenue pour Z positif. Pour Z carré, ça ne va pas changer, mais on va avoir ici un plus. Donc pour Z négatif, c'est ça l'expression qui est valable. Pour écrire une expression qui est valable pour tout Z, on doit utiliser la forme suivante avec une valeur absolue. Comme ça, pour Z positif, on va avoir un signe moins, parce que la valeur absolue de Z est égale à Z. Mais pour Z négatif, la valeur absolue de Z est égale à moins Z, et donc on va avoir ici un signe plus. Et donc cette expression est valable quel que soit Z. Je vous propose finalement un exercice que vous devez faire vous-même pour vous entraîner. C'est le cas d'une sphère. On vous demande de calculer le champ magnétique B0 créé au centre O d'une sphère de rayon grand R chargée en surface avec la densité surfacique sigma uniforme et en rotation à la vitesse angulaire oméga par rapport à un axe OZ, donc qui passe par le centre O. Je vous donne la réponse que vous devez trouver, c'est 2/3 mu0 sigma oméga grand R. Je vous rajoute encore une question à laquelle vous devez réfléchir, c'est de montrer que ce champ B0 n'est pas valable uniquement pour O, mais pour tout point de l'axe OZ à l'intérieur de la sphère. C'est-à-dire de montrer que le champ est constant sur l'axe OZ. On arrive maintenant au grand 2, concernant le solénoïde. On va commencer par le solénoïde fini. On verra par la suite dans le petit 2 le solénoïde infini. Voici un solénoïde de longueur finie, constitué par un seul fil enroulé sur un cylindre. On a éliminé le cylindre et on a obtenu un fil de forme hélicoïdale. Donc les spires ne sont pas vraiment des cercles, mais on va faire l'approximation qu'on a des spires circulaires et qui sont parcourues par le même courant puisque ces spires sont placées en série. Imaginons que l'on fait une coupe de ce solénoïde selon un plan contenant l'axe, on obtient alors le schéma suivant. Les spires sont représentées par des petits cercles, le courant rentre d'un côté et sort de l'autre côté. Normalement, je dois mettre un schéma comme ceci, avec des spires de manière continue. On a ici des spires jointives, c'est-à-dire qui sont en contact l'une avec l'autre. Bien sûr, le fil doit être, dans ce cas, recouvert par un isolant pour que le courant soit obligé de suivre le fil constituant les spires. Alors ici, je n'ai pas représenté toutes les spires, j'ai mis des pointillés pour dire que c'est la même chose partout. On va considérer grand N le nombre total de spires et grand L la longueur du solénoïde. R est le rayon de ce solénoïde. On note petit n est égal au nombre total de spires sur la longueur. C'est le nombre de spires par unité de longueur. On veut calculer le champ en un point M de l'axe OZ. Pour cela, on va considérer un élément dl du solénoïde vu depuis le point M sous l'angle alpha. On va noter OM est égal petit z, l'abscisse du point M, avec O, l'origine de l'axe, située à l'extrémité, à l'entrée du solénoïde. Et on va noter P, c'est le point où est situé l'élément dl, et OP c'est petit l. Donc au cours de l'intégration, c'est le P qui va décrire le solénoïde. Donc le petit l va varier de 0 jusqu'à grand L. Par contre, le point M est fixé au cours de l'intégration, donc le petit z est une constante. Cet élément dl du solénoïde contient
petit n fois dl spire, et on va utiliser le résultat qu'on a obtenu pour la spire. Donc, le dB au point M, créé par cet élément, c'est mu0 i sur 2r sinus au cube alpha, c'est le champ créé par une seule spire, multiplié par le nombre de spires contenus dans cet élément dl, c'est-à-dire petit n dl. Dans cette expression, on a deux variables, le alpha et le petit l. On doit donc éliminer l'une des variables. Pour trouver la relation entre dl et d'alpha, on va utiliser la tangente de alpha, qui est égale d'après le schéma, c'est le côté opposé, c'est-à-dire grand R, sur la distance PM, c'est-à-dire OM moins OP, c'est-à-dire Z moins L. La dérivée de tangente alpha, c'est d alpha sur cos carré alpha. Par contre, ici la variable est située au dénominateur. On va donc utiliser la formule 1 sur f' est égal à moins f' sur f carré. Le f, c'est z moins L, sa dérivée f' c'est moins 1, et on obtient la constante grand R multipliée par dl sur f carré, c'est-à-dire z moins L au carré. On remarque qu'on a ici la forme R sur z moins L. Si on multiplie et on divise par grand R, on obtient alors dl sur R multiplié par tangente carré alpha, qui est égal à R carré sur z moins L au carré. Or, la tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc le cos carré va se simplifier, il va rester ici sinus carré. Et on obtient alors d alpha est égal à dl sur R fois sinus carré alpha. D'où l'expression de dl, R fois d alpha sur sinus carré alpha, qu'on remplace dans cette expression-là. Donc le R va se simplifier avec ce R-là, et un sinus carré alpha va disparaître. On obtient alors dB est égal à mu0 ni sur 2 sinus alpha d alpha. Et donc l'intégration va être très facile en utilisant longue alpha comme variable, qui va varier alors de alpha 1 jusqu'à alpha 2, avec alpha 1 l'angle sous lequel on voit le rayon de la première spire, et alpha 2 c'est l'angle sous lequel on voit le rayon de la dernière spire depuis le point M. Vous savez que la primitive du sinus alpha c'est moins cos alpha. On obtient alors B de M est égal à mu0 ni sur 2, facteur de cos alpha 1 moins cos alpha 2, porté par EZ. Remarquez que lorsqu'on rapproche le point M du solenoïde, le alpha 2 augmente. Lorsque le point M arrive à l'extrémité du solenoïde, le alpha 2 devient égal à pi sur 2. Si on continue à faire pénétrer le point M à l'intérieur du solenoïde, lorsqu'on arrive au centre C du solenoïde, le alpha 2 c'est cet angle-là, parce que le alpha 2 doit varier de manière continue. À l'intérieur du solenoïde, il devient supérieur à pi sur 2. Au centre exactement, on aura cet angle-là va être égal aussi à alpha 1. Et on aura alors alpha 2, c'est pi moins alpha 1. En remplaçant dans cette expression, cosinus pi moins alpha 1, c'est moins cos alpha 1. Donc la parenthèse devient égale à 2 fois cos alpha 1. Le 2 va se simplifier et on obtient alors B de C est égal à mu0 ni fois cosinus alpha 1. On peut exprimer alors cosinus alpha 1 d'après ce triangle-là. On a le cosinus alpha 1 qui est égal à L sur 2, puisque C c'est le centre, divisé par l'hypoténuse qui est égale d'après le théorème de Pythagore, racine de R carré, plus L sur 2, le tout au carré. On peut multiplier maintenant en haut et en bas par 2 sur L. On obtient finalement l'expression du champ magnétique au point C est égal à mu0 ni sur racine de 2R sur L, le tout au carré, plus 1, porté par EZ. Ou bien en remarquant que le petit n au grand L, d'après cette expression, est égal à grand N, on a aussi cette expression-là, mu0 grand Ni sur racine de 4R carré plus L carré, porté par EZ. On passe maintenant à petit 2, solénoïde infini. Bien sûr, en toute rigueur, il n'existe pas de solénoïde infini. Mais en pratique, un solénoïde est considéré infini lorsque sa longueur grand L est très grande devant son rayon grand R. Au voisinage de son centre C, pour un solénoïde infini, l'angle alpha 1 va tendre vers 0, puisque cette longueur est très grande,
Et de même, pour l'autre extrémité, le alpha 2 va tendre vers pi. D'après l'expression qu'on vient d'établir, donc cette parenthèse devient égale à 2. Le 2 se simplifie et on obtient alors B est égal à mu0 ni porté par EZ. Cette expression est valable au voisinage du point C sur l'axe OZ. On peut utiliser l'autre expression qu'on a utilisée pour BC. Pour un solenoïde infini, la longueur L est très grande devant le rayon grand R, ce qui fait que ce terme-là devient négligeable devant le 1 et il ne reste alors que mu0 ni porté par EZ. Au voisinage des bords pour un solenoïde même assez long, lorsqu'on s'approche des bords, ces conditions-là ne sont plus vérifiées et donc le B est différent de mu0 ni. C'est ce qu'on appelle l'effet de bord, comme on l'avait vu pour le condensateur plan. Lorsqu'on vous dit dans un problème qu'on néglige les effets de bord, c'est que on considère le solenoïde comme étant infini. On va maintenant considérer le solenoïde comme étant vraiment infini, et donc on néglige les effets de bord, et on va calculer le champ en tout point de l'espace, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du solenoïde. D'après les propriétés de symétrie, tout plan normal A au Z est un plan de symétrie. Voici par exemple ce plan, pi. Il est un plan de symétrie parce que le solenoïde est considéré comme infini, donc quelle que soit la position de ce plan sur l'axe OZ, on a la même chose des deux côtés. Et si on prend deux points symétriques, les éléments de courant IDL des deux côtés sont symétriques et c'est bien donc un plan de symétrie. Le champ va donc être perpendiculaire au plan de symétrie et il est donc porté par EZ. La distribution étant invariante par translation et par rotation par rapport à OZ. Et donc B de M ne dépend que de petit r. Il est donc égal à B de R porté par EZ. J'ai oublié le vecteur pour B puisque je l'ai exprimé en fonction de EZ. Maintenant on va calculer le champ à l'intérieur du solenoïde. Pour cela on va utiliser le théorème d'Ampère. Donc on va considérer un contour rectangulaire parce que le B est porté par EZ. Donc pour les deux côtés là, le B est parallèle. Par contre, il est perpendiculaire pour les deux côtés verticaux ici. On a pris un côté sur l'axe OZ parce que le champ qu'on vient de calculer, c'est sur l'axe OZ. Et on a pris l'autre côté à la distance petit r de l'axe OZ. La circulation du champ sur ce contour fermé C, c'est B de 0 fois L, puisque pour les points de l'axe petit r est égal à 0, multiplié par la longueur L, moins B de R fois L, puisque pour ce côté-là, on est à la distance petit r de l'axe, et le champ B est opposé à DL. Pour ces deux côtés verticaux, la circulation étant nulle puisque le B est perpendiculaire à DL. Le courant enlacé est nul parce que si on imagine une surface qui s'appuie sur le contour, elle n'est traversée par aucun courant. Et donc d'après le théorème d'Ampère, cette circulation va être égale à 0. Le L, on peut le simplifier et on obtient alors B de R est égal à B de 0. Et B de 0, on le connaît, c'est mu0 ni. On en déduit que B est le même quel que soit le petit r. Donc le champ à l'intérieur qu'on va noter B intérieur est égal à mu0 ni EZ, il est uniforme. Maintenant pour l'extérieur du solenoïde, c'est-à-dire lorsque petit r est supérieur à grand R, on va là aussi utiliser le théorème d'Ampère et on va prendre un contour rectangulaire mais avec un côté à l'intérieur puisqu'on connaît le champ à l'intérieur et un côté à l'extérieur. Maintenant le petit r c'est la distance du côté extérieur jusqu'à l'axe. On garde la même orientation. La circulation va être égale alors B intérieur multiplié par L moins B de R multiplié par L. Ici, le courant enlacé n'est plus nul puisque la surface qui s'appuie sur ce contour est traversée par des spires. Le nombre de spires qui traversent cette surface, c'est petit n fois L. Et donc le courant enlacé, c'est NL fois I. Remarque là qu'on obtient le produit mu0 ni qui est égal à B intérieur, d'après cette expression. Donc ces deux termes-là vont se simplifier. Il reste alors que B de R fois L est égal à 0, d'où le B de R est égal à 0. Donc le champ à l'extérieur d'un solenoïde infini est nul.
Voici maintenant l'allure des lignes de champ d'un solénoïde. Ici, il s'agit d'un solénoïde fini. Donc les lignes de champ sont parallèles à l'intérieur. Donc le champ est uniforme. Par contre, à l'extérieur, puisque les lignes de champ sont toujours des courbes fermées, elles se referment très loin. Plus le solénoïde devient long, plus ces lignes de champ s'éloignent du solénoïde. À la limite, lorsque le solénoïde devient infini, il n'y a plus de lignes de champ au voisinage à l'extérieur. Donc le champ s'annule à l'extérieur et on n'a que les lignes de champ à l'intérieur qui sont parallèles et donc le champ est uniforme à l'intérieur. On va faire une remarque, c'est que le champ B subit une discontinuité en petit r est égal à grand R. À l'intérieur, c'est mesurant NI, et dès qu'on traverse le solénoïde à l'extérieur, le champ devient brusquement nul. Ceci, c'est parce que la distribution du courant filiforme ici, pour le solénoïde, avec les spires qu'on considère jointives, elle est équivalente à une distribution de courant surfacique JS est égal à JS porté par Eθ. Elle est portée par Eθ parce que le courant tourne suivant Eθ. Pour trouver l'expression de JS, on va considérer un élément dl du solénoïde parallèle au Z. Et on va exprimer le courant de deux manières. D'abord en utilisant le courant filiforme I, le nombre de spires que comporte le dl, c'est n fois dl. Donc l'élément di, c'est ni fois dl. Et d'autre part, en utilisant le courant JS, d'après ce qu'on avait vu, di s'exprime sous la forme JS multiplié par dl, parce que cet élément dl est traversé perpendiculairement par JS. Et puisque les deux distributions sont équivalentes, on écrit l'égalité des deux expressions, on simplifie par dl et on obtient alors JS est égal à NI. Le B intérieur s'exprime en fonction de JS sous la forme mu0 JS porté par EZ et le B extérieur est toujours nul. On peut vérifier alors que la formule de discontinuité qu'on avait vue avant, B2 moins B1 est égal à mu0 JS vectoriel N12, est bien vérifiée en considérant le milieu 1 c'est l'intérieur du solénoïde et le milieu 2 c'est l'extérieur. Le N12 va être perpendiculaire à la surface latérale du solénoïde, donc il va être égal à ER. Le B1 c'est B intérieur et le B2 c'est B extérieur, égal à 0. Donc remplaçons B2 par 0, il va disparaître. Et le N12, on avait dit c'est ER, donc on a bien le JS qui est porté par Eθ. Eθ vectoriel ER c'est moins EZ. Il nous reste alors moins B1 est égal à moins mu0 JS porté par EZ, c'est bien moins B intérieur. On arrive maintenant au paragraphe petit 3, toujours avec le solénoïde, et on va calculer le potentiel vecteur A créé par le solénoïde. Voici le schéma du solénoïde avec son axe OZ et les lignes de champ parallèles à l'axe OZ à l'intérieur du solénoïde. Le champ magnétique est nul à l'extérieur. Dans un plan perpendiculaire à l'axe OZ, on a une vue de face du solénoïde. Dans cette vue, on voit la spire circulaire parcourue par le courant grand I, l'axe OZ qui est perpendiculaire au plan de la figure et qui est sortant, et le champ magnétique aussi parallèle à l'axe OZ, donc il est lui aussi représenté par un point. On va utiliser les propriétés de symétrie pour trouver la direction de A. Tout plan contenant l'axe OZ est un plan d'antisymétrie. Voici par exemple l'un de ces plans. C'est bien un plan d'antisymétrie comme on l'avait vu précédemment. Puisque A est un vecteur polaire, donc il doit être perpendiculaire à ce plan. Il est donc porté par Eθ. Voici quelques représentations du potentiel vecteur A. Pour les invariances, on a invariance par rotation et par translation selon OZ. Donc, le A ne dépend que de petit r. Donc, il est égal à A de R porté par Eθ. On va utiliser la propriété qui dit que la circulation de A sur un contour fermé C orienté est égale au flux de B à travers une surface S qui s'appuie sur ce contour C. Puisque A est porté par Eθ, on va prendre comme contour un cercle d'axe OZ et de rayon petit r. Voici le cercle.
on va noter grand C, orienté dans ce sens par exemple. Le dl dans cette intégrale est donc égal à r dθ porté par eθ. dl est donc parallèle au potentiel vecteur A et de même sens. Et par conséquent, la circulation de A sur ce contour C est égale à A de R multiplié par le périmètre du cercle de pi r. Maintenant, on va calculer le flux de B pour petit r inférieur à grand R. Le contour C est à l'intérieur du solenoïde de rayon grand R. La surface S qui s'appuie sur ce contour C est cette surface hachurée ici. Puisque B est uniforme à l'intérieur du solenoïde, le flux de B est égal à pi r carré, cette surface-là, multipliée par B à l'intérieur du solenoïde qui est égal à mu0 ni. En appliquant cette propriété maintenant, on fait l'égalité entre 2 pi r A de R et pi r carré mu0 ni. Le pi se simplifie, le petit r aussi. On trouve alors l'expression du potentiel vecteur à l'intérieur du solenoïde qui est égal à 1 demi mu0 ni petit r porté par eθ. Maintenant pour R supérieur à grand R, le contour C est situé à l'extérieur du solenoïde de rayon petit r supérieur à grand R. Maintenant le flux de B à travers la surface S qui est située sur tout le contour C n'est traversé par le champ magnétique qu'à l'intérieur de cette surface-là, puisque le champ magnétique est nul à l'extérieur du solenoïde. Et par conséquent, le flux de B à travers la surface S est égal uniquement à la surface du cercle du solenoïde, c'est-à-dire pi r carré multiplié par mu0 ni, le champ magnétique B à l'intérieur du solenoïde. En appliquant la propriété alors, le pi va se simplifier, mais le petit r ne va pas se simplifier. Et par conséquent, on trouve A extérieur, mu0 ni grand R carré sur 2 fois petit r porté par eθ. Voilà donc le potentiel vecteur créé à l'intérieur du solenoïde et à l'extérieur. Une remarque, c'est que le B intérieur qui est égal à mu0 ni Ez est uniforme. On peut alors pour petit r inférieur à grand R utiliser la formule qu'on avait vue à la fin de la dernière vidéo. A est égal à 1 demi B intérieur vectoriel OM. C'est une formule qu'on peut utiliser lorsqu'il s'agit d'un champ uniforme non nul. Avec OM en coordonnées cylindriques, c'est RER plus ZEZ. En appliquant la formule, on remplace B intérieur par mu0 ni Ez et le OM par cette expression RER plus ZEZ et on effectue le produit vectoriel. Vous savez que le produit vectoriel de Ez avec Ez c'est 0, donc le terme qui contient Z va disparaître. Et Ez vectoriel ER c'est Eθ. On retrouve alors l'expression qu'on vient de trouver pour A intérieur, 1 demi mu0 ni petit r porté par Eθ avec une méthode plus simple et plus rapide. Dernier paragraphe petit 4, et comme application du solenoïde, je vous propose de calculer le champ créé par un cylindre chargé en rotation. Voici un cylindre qu'on suppose infini, en rotation à la vitesse angulaire oméga. Il est chargé en volume avec la densité uniforme qu'on va noter ρ. Alors maintenant, puisqu'on a des charges volumiques en rotation, on va avoir une distribution volumique de courant, J, qui est égal à ρV, d'après ce qu'on avait vu lorsqu'on a étudié le courant électrique au début du chapitre de la magnétostatique. Alors pour un point M situé à la distance petit r de l'axe OZ, la vitesse du point M c'est R oméga porté par Eθ, et par conséquent J de M est égal à ρ R oméga Eθ. On obtient alors des lignes de courant qui sont des cercles d'axe OZ. Pour calculer le champ magnétique créé par ce cylindre en rotation, je vous propose la méthode suivante. On va considérer un élément du cylindre compris entre R et R plus dr. Chaque cylindre élémentaire de ce type constitue un solénoïde parcouru par un courant surfacique JS. Alors, surfacique parce que le dr tend vers 0. Il s'agit donc d'un courant qui est porté par une surface cylindrique. Sa relation avec J, c'est ce qu'on avait vu avant, c'est J dr. En remplaçant J par son expression, on obtient alors l'expression de JS ρ oméga petit r dr porté par Eθ. Ce solénoïde élémentaire parcouru par JS crée en son intérieur le champ qu'on avait vu,
c'est dB est égal à mu0 JS EZ. On a noté dB parce que c'est le champ créé par un cylindre élémentaire. On a alors dB est égal à mu0 ρ oméga R dr porté par EZ. Par contre, à l'extérieur de ce cylindre élémentaire, le dB va être nul. D'après ce qu'on vient de dire, le champ créé par tout le cylindre tournant en un point M situé à la distance petit r va être créé par tous les cylindres situés au-dessus de celui-là. Parce que le champ créé par les cylindres situés en dessous de celui-là, le champ créé est nul en ce même point. Et par conséquent, B en un point à la distance petit r de l'axe est égal à l'intégrale de cette expression-là de petit r à grand R. Normalement, en toute rigueur, je dois changer l'expression de la variable muette à l'intérieur de l'intégrale. Je vais mettre par exemple tête de t, mais c'est pas grave. La primitive de r de r, c'est r carré sur 2, et on obtient alors b de r, cette expression-là, entre petit r et grand R. On trouve alors b pour r inférieur à grand R, c'est 1 demi mu0 ρ oméga facteur de grand R carré moins petit r carré porté par EZ. Et pour petit r supérieur à grand R, c'est-à-dire à l'extérieur du cylindre tournant, le champ est nul. Le champ est nul, c'est tout à fait normal. La distribution est équivalente à une superposition de solénoïdes et tous ces solénoïdes créent à l'extérieur un champ nul. Donc la somme des zéros est égale à 0. Une remarque intéressante, c'est que B maintenant est continu en petit r est égal à grand R. Parce que si on remplace dans cette expression petit r par grand R, on trouve 0. Et c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit ici d'une distribution volumique de courant. Finalement, je vous propose un exercice pour vous entraîner à faire du calcul. Le premier, c'est de recalculer le champ magnétique B qu'on vient de calculer en utilisant le théorème d'Ampère. D'abord local, vous aurez besoin de trouver des constantes d'intégration. Pour cela, il faut dire que le champ magnétique à l'extérieur du cylindre tournant est nul, parce que c'est une superposition de cylindres et tous les cylindres créent un champ nul à l'extérieur. Puis, en utilisant le théorème d'Ampère intégral, faire la même méthode qu'on avait utilisée pour le solénoïde infini. Seulement pour le calcul du courant enlacé, il faut faire attention parce que le J n'est pas uniforme. Il faut intégrer sur la surface. Donc il n'est pas égal à J multiplié par la surface. Comme deuxième exercice, je vous demande de calculer le potentiel vecteur A créé par le cylindre tournant. Faites la méthode de votre choix, soit en utilisant la définition directe, puisque vous connaissez le champ magnétique B, c'est-à-dire B est égal à ρ A, soit d'utiliser la propriété circulation de A est égal au flux de B. Vérifiez que l'on trouve pour R inférieur à R, le potentiel vecteur est égal à 1 quart mu0 ρ oméga petit r facteur de grand R carré moins petit r carré sur 2 porté par Eθ. Et pour R supérieur à grand R, le potentiel vecteur est égal à mu0 ρ oméga grand R à la puissance 4 sur 8 petit r porté toujours par Eθ. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour m'encourager à continuer, faites un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et faites des commentaires. Merci de votre attention et à la prochaine.